La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Évasion en région. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Évasion en région. Nous sommes à Chana, au bord, vous le voyez, du canal de Savières. Vous connaissez maintenant le principe de cette émission, un plateau et des acteurs du territoire amoureux de leur territoire qui vont vous faire découvrir toutes leurs valeurs et toutes leurs activités. Et on commence tout de suite avec Emmeline Fleuret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la chargée de communication et conseillère en séjour de l'Office du tourisme de Chana. Tout simplement, comment ça va en ce moment à Chana? On sait que pour les acteurs du tourisme, c'est une période difficile d'après Covid. Effectivement, la période post-Covid n'est pas très évidente, mais malgré tout ça, on est quand même plutôt content parce que le monde est là, les gens sont là et on a découvert surtout une nouvelle manière en fait, de visiter la France et du tourisme grâce à cette période de crise. Et au final, on a eu un public qui ne nous connaissait pas. Il y a eu beaucoup de nouvelles découvertes autour du village. Beaucoup de gens effectivement qui n'étaient donc jamais venus sur le territoire. Et on a vraiment vu les trois vagues différentes. C'est vrai que quand on était très limité au début, on a eu beaucoup de public local qui nous connaissait, qui avait envie de revenir pour le plaisir et le manque de se balader dans le village. Après, il y a eu la vague effectivement des 100 km. On a vu tout le public annécien et lyonnais qui sont venus. Et puis après, là, on retrouve un public national, que ça aille de la Charente-Maritime au nord. On a vraiment de tout. Justement, qu'est-ce qui attire les gens à Chana ? Alors, ce qui les attire, déjà, c'est le côté atypique du village, avec donc son patrimoine, son histoire et de nombreux artisans. Et la possibilité, effectivement, de venir boire un coup en terrasse, de venir manger. On a beaucoup de restaurants dans le village qui proposent tous des choses très, très différentes, ce qui permet d'avoir un public extrêmement large autour de ça. Et après, bien évidemment, le canal, le canal de Savières qui fait donc 5 km et qui rejoint le Rhône au lac du Bourget, offre beaucoup de possibilités d'activités. Que ce soit les balades en croisière en bateau, les petits bateaux électriques, le canoë, le kayak, le paddle. Il y a vraiment une idée de navigation douce et de plaisance vraiment très bucolique. Les activités phares de cette saison estivale à Chana, vous pouvez nous les dévoiler ? Déjà, effectivement, Yann en parlera plus que moi après, mais on a un C'est nouveau ce qu'on bateau. va voir. Donc effectivement, ça forcément, c'est la grande nouveauté dans le village cette année. Après, on est un petit peu perturbé. On a des animations phares qui sont très connues et reconnues qu'on n'a pas pu malheureusement mettre en place Lesquelles, par exemple ? Notre parade vénitienne, par exemple. C'est un événement qui attire entre 5000 et 7000 personnes chaque année, qui se développe de plus en plus. Et là, du coup, cette année, c'était impossible. Ça allait regrouper beaucoup trop de monde sur un tout petit espace. Et on a beaucoup de costumés qui viennent, mine de rien, d'Allemagne, d'Italie, de Suisse. Donc c'était bien trop risqué pour tout le monde. Par contre, on peut profiter du canal. Juste derrière, c'est une piste cyclable qu'on voit. Tout à fait, effectivement. Donc le canal, l'avantage des bateaux, c'est qu'on reste ensemble. Donc on est moins impacté par les gestes barrières. Et par le vélo, c'est pareil. Donc la Via Rona passe derrière nous, donc une voie verte qui a pour principe de vouloir relier le lac Léman à la Méditerranée. On a la chance d'être dans un petit écrin qui est vraiment en voie verte, où les cyclistes peuvent s'épanouir, mais également les familles. Le plus de Chana, c'est sa situation géographique aussi. Tout à fait, on a vraiment cette chance-là et c'est aussi ça qu'on a senti à la suite du déconfinement, c'est qu'on a la chance d'être vraiment au nord du lac du Bourget, donc on est à 25 minutes d'Aix-les-Bains, à une demi-heure de Chambéry, à 1h15, 1h30 de Lyon, de Grenoble, à 1 heure d'Annecy, donc forcément on est au milieu d'un carrefour ultra intéressant pour tout le monde. Donc on a parlé des activités, on va dire sportives, bateaux, ouais. Il va y avoir de la marche, il y a du vélo également, et vous en avez parlé très rapidement, le patrimoine aussi de Chana. Sûr, ouais. Ça attire, ça aussi? Ça attire énormément. On a eu la chance l'année dernière d'avoir le label Petite Cité de Caractère qui a encore plus du coup accentué cette partie patrimoine du village. Et c'est vrai que du coup les gens viennent beaucoup pour ça, que ce soit pour l'église, notre musée gallo-romain qui est dans une ancienne chapelle, le moulin qui est là depuis 150 ans et qui fonctionne encore, ce qui est plutôt rare du coup à l'heure actuelle, et que ce soit tous les toitures, les façades des maisons, les petites ruelles, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement charmant qui attire les gens à juste vouloir flâner dans les ruelles pour découvrir et en prendre plein les yeux. Et puis en parlant de découverte, il y a aussi un cœur de village qui met en avant les artisans. Bien sûr.
Effectivement, ça a été une volonté politique dans le développement touristique. Ça a commencé avec une toute petite salle d'exposition qui rassemblait des artisans d'art, qui était ouvert à peine 1 mois par an, et maintenant ils sont ouverts 7 mois par an. Ils sont plus de 20 à l'intérieur, plus tous les artisans qui sont installés au fur et à mesure. On a un très très beau panel dans le village. Comment faites-vous pour diversifier toutes ces offres et puis pour avoir une petite cité de caractère toujours aussi attractive? Parce qu'on voit énormément de villages en France qui meurent malheureusement puisqu'il n'y a pas de touristes, plus d'attractivité. Comment vous faites pour vous en sortir? Alors on essaie de faire les choses doucement et progressivement. On veut vraiment être dans un tourisme durable. Le but est de ne pas justement dénaturer notre village. On a un plan de préservation d'identité du village pour qu'il y ait une harmonie entre les habitants et le tourisme. Et c'est vrai que la navigation sur le canal a relancé totalement l'activité du secteur, ce qui n'était pas le cas avant. La création de l'écluse aussi, qui permet à beaucoup de bateaux, par exemple de Lyon, de monter le week-end, de passer par le canal, s'arrêter à Chana, rejoindre Aix-les-Bains après. Donc c'est vrai que la navigation a quand même été au cœur de la relance du territoire et au fur et à mesure effectivement l'artisanat. Mais c'est quelque chose qui s'est développé sur 20 à 30 ans et qui va encore continuer à se développer au fur et à mesure. Eh bien on le souhaite, on vous le souhaite en tout cas. Bon allez, une dernière petite question. Je suis touriste, j'arrive, je viens vous voir. Aujourd'hui il fait super beau. Vous me conseillez quoi comme activité? Quand le soleil est là, on a clairement envie de profiter de l'eau. Ça c'est certain. Après les envies sont toujours variables. Il y en a qui préfèrent être en croisière, être assis et profiter et écouter le discours de Yann ou de Jean, nos capitaines. Comme il y en a qui adorent l'autonomie, de prendre les petits bateaux électriques, de pouvoir s'arrêter quand on veut, se baigner, se rafraîchir. C'est clairement des choses où quand il fait grand beau, on a envie d'en profiter. Comme il y en a qui sont partisans quand même de se poser avec une bonne glace artisanale en terrasse. Je crois que c'est ce qu'on va faire après. Sûrement. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous, c'était un plaisir. Alors justement, on parlait d'eau et on va partir maintenant à la découverte de l'écluse de Savières. Elle permet au bateau donc de rejoindre le Rhône et c'est Jean Moreno de la compagnie Chana Croisière qui explique son fonctionnement à Fanette de Buisson. Reportage qui date d'août 2018. Donc là, on est en train de sortir du canal de Savières. Voilà, on est sorti du canal de Savières, on vient de rentrer dans cette écluse. Donc l'éclusier est en train de fermer la porte qui est derrière nous, qu'on appelle la porte aval. Et on se trouve devant cette porte qui est devant nous, qui est la porte amont. Alors comment ça fonctionne? Alors une écluse, c'est un ascenseur à bateau, tout simplement. On est en train de fermer la porte. Une fois que la porte est fermée, comme on voit, on a commencé à monter le niveau. Donc on peut remplir cette écluse, on peut la monter de 3,85 m à 4,25 m. Donc en général entre 5 à 600 m3 d'eau en 7 minutes. Et donc une fois qu'on va récupérer donc, la hauteur du canal du Rhône qui est de l'autre côté, donc c'est ce qu'on appelle les vases communicants, et on ouvrira cette porte puisqu'on aura rejoint le même niveau d'eau. Donc on va se retrouver avec la porte ouverte, on verra tout à l'heure, et on ira donc directement dans le canal du Rhône. Et tout à l'heure, donc on fera un demi-tour, on reviendra donc à nouveau, on se positionnera pour entrer dans cette écluse. Alors à savoir que cette écluse est une des plus petites écluses de France qui est automatisée. Et donc elle fait 18 mètres de long sur 5,25 mètres de large. C'est pour ça aussi la dimension du bateau, elle a été faite en fonction de ça? Voilà, donc notre bateau, nous, il fait 16 mètres et les plus gros bateaux des autres compagnies font 18, ils sont calculés pour pouvoir rentrer dans cette écluse et maximum 5 mètres de largeur. Voilà. Alors, les et là, on voit apparaître le Rhône. On voit apparaître le Rhône, comme on peut apercevoir dans quelques instants. Particularité de cette écluse également, c'est qu'elle va sortir perpendiculaire au Rhône. D'habitude, toutes les écluses sortent en prolongement d'un canal ou d'une rivière et vice-versa. Donc une difficulté supplémentaire, puisque le Rhône est le fleuve le plus puissant de France. Donc voilà, quand il est un petit peu déchaîné, c'est un peu plus compliqué, puisque nous avons des bateaux à fond plat. Donc c'est des vraies planches à voile. Vous qui connaissez très très bien ce territoire, comment définir le canal de Savières, la Chautagne, pour quelqu'un qui ne connaît pas? C'est une petite région à découvrir, c'est un joyau de la France, comme parmi d'autres régions de France. C'est vrai que des fois on a tendance à partir très loin, alors que nous avons des paysages sublimes en France. Il suffit de flâner un petit peu et de prendre sa voiture et de flâner et donc de s'arrêter dans des endroits. Donc la France est quand même un pays magnifique. Ah, c'est une jolie conclusion. Jolie conclusion, voilà. Donc je vous laisse découvrir et je vous laisse donc admirer. Merci beaucoup, merci. Merci, et voilà, on y retourne. Et Yann Lefebvre, responsable de la société Bateaux du Canal, vient de me rejoindre sur ce plateau. Il y a une nouveauté cette année sur le canal de Savières. Il est juste derrière moi.
tout à Est-ce fait. que vous pouvez nous le présenter? Donc d'abord bonjour, donc bienvenue donc à Chana. Merci. Donc voilà, ouais, c'est notre nouveau bateau donc qui s'appelle le Soleil. Donc Soleil, c'est soleil en patois savoyard. Donc c'est le premier bateau électrosolaire hein, donc sur le canal de Savière. Alors pourquoi électrosolaire? C'est parce qu'on avait déjà 2 bateaux avant, le Savoyard et le Savoyard 2 qu'on a toujours. Hein, donc notre bateau restaurant le Savoyard et notre bateau promenade le Savoyard 2, qui eux tournent avec des moteurs thermiques, mais depuis l'année dernière on tourne au gaz liquide, donc c'est un gaz liquéfié, donc on ne tourne plus au gasoil, donc moins d'émissions CO2, beaucoup moins polluant que le gasoil. Et donc on s'est dit avec ma femme il y a 1 an et demi, 2 ans, on dit pourquoi pas refaire un bateau. Alors on s'est dit qu'il soit différent des autres, hein, parce que les autres ont les terrasses, ils sont fermés, on peut naviguer toute l'année. Et on s'est dit pourquoi pas refaire un bateau que j'avais il y a plus d'une dizaine d'années, même 15 ans, parce que ça fait plus de 30 ans que je fais le canal, hein, depuis 1984, qui était un bateau qui était tout ouvert, qui s'appelle Chanasien. Donc j'ai voulu recréer un petit peu cet esprit-là et le faire en électrique et Pourquoi avec les miser panneaux sur solaires. l'électrique? Pourquoi miser sur l'électrique justement? Autant faire différent, je me suis dit autant rentrer un petit peu dans l'air du temps. Et moi qui suis amoureux du canal depuis 1984, hein, je l'ai fait de jour, de nuit, par tous les temps. Je vais ramasser les branches sur le canal, je ramasse les herbes, enfin voilà, je le fais bénévolement, donc c'est un petit peu pas mon bébé, mais je le connais par cœur. Donc je m'étais dit pourquoi pas refaire un bateau qui soit beaucoup moins polluant pour le canal, qui soit silencieux, pas de vibration. Et je crois que je vous ai emmené faire une petite balade tout à l'heure. Vous avez pu remarquer que c'était quand même agréable. C'est très très agréable effectivement. Alors, je me souviens, je vous ai demandé si vous aviez démarré. Oui, c'est vrai qu'on a... On n'entend rien du tout. On n'entend rien du tout. Il y a un léger sifflement des moteurs. C'est normal, ce qui nous permet de savoir si les moteurs fonctionnent. Et juste le clapot un petit peu des hélices. Et après, on se laisse guider sur le canal. Hein. C'est vraiment très agréable. Alors ce bateau est maintenant, circule maintenant depuis une petite semaine, c'est Alors, ça? il navigue depuis ce week-end, hein, Depuis parce qu'il ce faut savoir week-end. que en raison de tous les événements qu'il y a eu, normalement le bateau aurait dû arriver début avril. Donc on avait tout le mois d'avril pour faire les réglages, les visites des commissions de surveillance, les experts et tout ça. Donc le bateau est arrivé il y a un petit peu plus d'1 semaine et demie. Et donc le temps de faire venir les experts, voilà, donc ça s'est un petit peu précipité. Donc j'ai réussi à avoir mon permis provisoire à la fin de la semaine dernière. Donc on a pu attaquer à partir de ce week-end à faire des croisières sur le canal de Savière. Alors quelles sont les premières réactions des touristes que vous avez emmenés avec vous? Alors entre samedi et dimanche, les gens étaient vraiment très contents. Hein, c'est vrai que c'est une autre vue, même moi qui découvre le bateau, parce qu'il faut se le mettre un petit peu en main. C'est une autre vue par rapport à mes autres bateaux. Et c'est vrai que les gens sont sortis, ils avaient, je ne veux pas vous dire la banane, mais ils étaient très contents. Vous nous emmenez où avec ce bateau? Alors ce bateau, on fait, on va dire, quasi les mêmes promenades que nous faisons avec nos autres bateaux. Hein. Donc on navigue donc sur le canal de Savière, hein, donc, qui est l'exutoire naturel du lac du Bourget vers le Rhône. Donc quand on part de Chana, généralement on part d'abord passer l'écluse, hein, l'écluse qui permet d'accéder donc à l'aménagement de Belay. Donc, ce qui a été réalisé en 1982, hein, terminé en 1982 par la CNR, et c'est ce qui a permis les aménagements du Rhône de rendre le canal de Savière navigable. C'est ce qui a d'ailleurs relancé l'économie dans notre région. C'est pour ça que moi je suis là quand mes parents ont installé le premier bateau, ils l'ont fait construire en 83, on s'est installé en 84. En 84, Chana n'était pas comme ça, hein. Il y avait 2 restaurants et les bateaux passagers, donc ça a beaucoup changé au cours des dernières années. Et donc après, on reprend le canal de Savière qui permet de rejoindre le lac du Bourget. Et sur le lac du Bourget, on va voir la statue de Lamartine, hein, surtout qu'encore là, c'est encore le bicentenaire, parce qu'on est en 2020, hein, c'est encore le bicentenaire de ces recueils. Et donc on va voir la statue de Lamartine, Châtillon, Conjus, et après on reprend le canal de Savière. Donc c'est un circuit qui dure 2h15. Pour combien d'euros? Alors c'est 18 € pour les adultes et 11 € pour les enfants de 3 à 15 ans. Les moins de 3 ans, c'est gratuit. Et vous pouvez transporter 120 passagers? Oui, tout à fait. Alors le bateau, il a une capacité de 120 passagers. Alors effectivement, là, en ce moment, on en emmène un petit peu moins pour créer un petit peu la distanciation et vu que le port du masque est quand même obligatoire à bord du bateau, mais on a une capacité de 120 places sur ce bateau. Je crois savoir que le but de ce bateau, c'est également de sensibiliser les jeunes au réchauffement climatique. Oui, alors c'est vrai que cette année, on n'a pas fait, avec les événements, normalement on démarre au mois d'avril, on fait beaucoup de groupes, hein,
soit des clubs, les associations diverses. Moi, je fais beaucoup de voyages scolaires, parce que je fais beaucoup de journées à thème où les enfants vont aller voir le musée gallo-romain de Chana, sous le thème de l'eau, on passe une écluse, donc le thème de l'eau. Et c'est vrai que ça va rajouter quelque chose, parce que vu que le bateau est électrosolaire, on a une capacité, par exemple, alors je ne peux pas encore donner tous les éléments, parce qu'on a navigué qu'un week-end, Bien j'ai sûr. 11 heures il est 11 heures au compteur de navigation, donc pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment tous les éléments à donner. Mais par exemple, j'ai une capacité de 1260 ampères sur le bateau. J'ai consommé 240 ampères pour 2h30 de promenade. J'étais parti pour avoir 5 heures d'autonomie, donc je les ai largement. Et en même temps, avec les panneaux solaires, si par exemple je ne renavigue pas le matin, si je laisse mes panneaux solaires pendant 12 jours, je n'ai pas besoin forcément de me rebrancher à quai avec mes chargeurs. Il faut miser aujourd'hui sur ces nouvelles technologies électriques, solaires. Je pense, oui. Après, c'est vrai Vous en qu'il y a avez toujours... la preuve, ça fonctionne. J'ai vous la le dites preuve, à oui. l'instant. Oui. En plus, le chantier qui l'a construit, c'est un chantier naval français. Hein. C'est le chantier naval franco-suisse, hein, donc dans le Doubs, hein, pas très loin de Morteau, où il y a les saucisses de Morteau. On s'éloigne un peu de Chana. là. Sana, mais c'est là où a été construit le bateau. Et eux, ils sont spécialistes dans les bateaux électriques, donc c'était pas le premier bateau électrique. Mais chaque bateau reste quand même un prototype. Hein. Là, on a une motorisation de 4 moteurs de 25 kW qui sont refroidis à eau. Plus j'ai 27 panneaux solaires sur le toit qui peuvent me permettre en crête de recharger pratiquement 50 ampères-heure. Qui est un petit peu moins que les chargeurs. Au chargeur, je suis à 80 ampères-heure. Eh ben, C'est en déjà tout pas cas, mal. on souhaite une longue vie au Solélie. Le plus J'espère, longtemps oui. possible. Au moins jusqu'à ma retraite. Hein. Au Moi, moins moi, jusqu'à ma votre retraite. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, Au plaisir. on a compris le message, prendre soin de la nature, par exemple avec le Solélie. Et puis notre prochaine invitée aussi prend soin de la nature, mais à sa façon, elle va nous le faire découvrir. Mylène Marmottan, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agricultrice, mais attention, agricultrice en fleurs comestibles. C'est ça. Alors moi ça m'épate tout de suite, Ouais. ça m'intrigue énormément. Vous nous avez ramené quoi ici? Alors là, donc il y a ça, c'est des fleurs séchées que je fais sécher dans un séchoir solaire qu'on a construit avec mon conjoint. Et là, c'est des fleurs fraîches. Donc si vous voulez, je vous invite même à déguster peut-être. On va le Hein faire juste après. Alors, donc, il y a des fleurs de capucine. Là, c'est des fleurs de mélisse de Moldavie. Là, il y a du bleuet. Et là, on a de l'agastache mexicaine. Je n'en connais aucune, quasiment. Pour tout vous dire, vous allez m'apprendre plein de choses aujourd'hui. Alors, tout simplement, comment est-ce qu'on devient agricultrice en fleurs comestibles? Ça vient d'où? Au début, c'est plutôt un parcours basique horticole, donc des études dans l'horticulture, en alliant la partie horticole et la partie commerce, parce que j'aime bien les deux. Et donc, c'est 7 années d'études en alliant les deux, une partie en alternance, pour associer la théorie et la pratique, pour acquérir un maximum de connaissances. Et après, c'est plus par passion. Et mon grand-père qui m'avait initiée aussi petite, qui est agriculteur, à déguster, à cueillir 2-3 fleurs, 2-3 herbes dans les champs. Et puis à déguster ça en faisant les foins, par exemple. Alors là, vous nous en avez ramené, mais celle-ci, moi je sais qu'elle se mange puisque c'est vous qui les avez Oui, ramenées sur voilà. le bateau, mais est-ce que toutes les fleurs se mangent? Non, pas toutes. Il y en a même qui sont toxiques, donc il faut faire vraiment attention à ce qu'on consomme. Quand on n'est pas sûr ou qu'on a un doute, c'est un petit peu comme les champignons, je dirais en forêt, il faut aller consulter un professionnel ou en tout cas des Donc on vient des vous voir livres. vous. Voilà, moi ou d'autres. Mais pas toutes les fleurs se dégustent. Et il y en a donc qui sont toxiques. Et si vous repérez des fleurs qui sont donc dites comestibles, vous les repérez en jardinerie par exemple ou au bord des chemins, faire attention à pas que ce soit trop proche d'un chemin où des véhicules passent. D'une route par exemple. Ou, on des évite. passages d'animaux sauvages pour la pollution des véhicules, etc. Et en jardinerie, s'il y a en amont, il y a eu certains traitements chimiques. On ne peut pas le savoir effectivement à ce moment-là. Donc, préférer acheter des plants en agriculture biologique en tout cas. Pour être sûr de ce qu'on va manger aussi Exactement. derrière. Je crois que de toute façon, c'est valable pour à peu près tout aujourd'hui, pas seulement pour les fleurs. C'est ça. Quel est le plus d'une fleur comestible? Est-ce que, parce que c'est beau dans l'assiette, mais est-ce qu'il y a aussi des vertus sur la santé? Alors oui, les fleurs comestibles, donc elles sont aussi chargées de nutriments. Donc plusieurs fleurs ont ces avantages-là. Après, il y a des fleurs du coup qui n'ont pas de goût, pas de saveur. Donc c'est uniquement du peps dans l'assiette et c'est un feu d'artifice visuel. Et il y a après une large palette de fleurs qui ont chacune leur propre saveur. Et c'est très étonnant d'ailleurs. On ne soupçonne pas qu'une si petite fleur peut avoir autant de peps au niveau gustatif. Alors moi j'ai envie de goûter tout de suite. Là. Ouais. Vous m'avez vendu. Allez. Expliquez-moi. Laquelle Par je exemple, prends? Allez, on va tester la capucine.
Quelle est la particularité de la capucine déjà au niveau du goût? Eh ben, c'est vous qui allez me dire peut-être. D'accord, je vais essayer. On la marie avec quoi généralement la Alors capucine? souvent, elle est utilisée dans les salades. Donc parce qu'elle est magnifique. Donc au milieu d'une belle salade composée, une belle salade verte, vous pouvez incorporer une capucine. Donc soit vous la dépétalez, soit vous en faites une bouchée. Et là, j'en fais une Là, bouchée. vous pouvez aller Alors, sans c'est problème. la première fois que je vais manger une fleur comestible. Alors, j'ai tendance effectivement Ouais, à mais vouloir non, la là, il n'y a pas de sentir, alors parfum. que ça a presque un goût citronné. Ouais. Chaque palais est différent. Un retour en bouche qui est assez fort même. Assez piquant peut-être aussi. Ouais, ça Ouais. pique un petit peu. Moi, j'aime ce qui est épicé, donc ça tombe Ouais, très donc bien. Voilà. Mais effectivement, dans une salade, on l'imagine parfaitement, quoi. Et puis un petit arrière-goût de radis noir peut-être, non? Vous sentez un peu le radis? Il arrive. Ouais. Ça y est, il arrive maintenant. Et je la vois bien du coup avec un peu de beurre, du pain. Ouais aussi, bah, et on peut associer à tout ce qui nous fait envie, on peut intégrer une fleur Et comestible. donc vous les cultivez vous-même? Voilà, c'est ça. Donc se passe comment? en plein champ, dans les hauteurs du village, donc environ 2000 m², donc de culture plein champ, en agriculture biologique. Donc je fais principalement de la fleur comestible, un petit peu d'aromatique et un petit peu de légumes. Mais voilà, principalement c'est la fleur comestible fraîche, et après je fais par exemple les bleuets, je les récolte, les tournesols, et je les fais sécher dans le séchoir solaire. Alors voilà, c'est ce qu'on Après, voit ça donne ici. ça. Donc, Et quel est l'intérêt de faire sécher une fleur? et ben après on peut en fait les utiliser, les garder plus longtemps, et puis les utiliser dans, par exemple, faire un couscous fleuri, les mettre sur des cupcakes, sur des verrines, les incorporer en hiver, voilà, dans toutes sortes de cuisine. Il y a plein de choses intéressantes et je connais même pas tout. Après, souvent les clients, c'est eux qui me donnent des recettes ou des petites astuces. Alors justement, en parlant des clients, c'est monsieur et madame tout le monde qui viennent vous voir, ou est-ce que c'est quand même des initiés, ou est-ce qu'au contraire vous travaillez aussi maintenant avec les acteurs locaux? Ils sont juste derrière nous, hein, la place du Exactement. village, les restaurants, etc. Voilà, exactement. Donc c'est plutôt pour les restaurateurs et les traiteurs. Donc il y a pas mal de restaurateurs locaux et de traiteurs locaux qui jouent le jeu. Et c'est vrai que c'est super, parce que autant pour eux c'est une belle découverte, et puis c'est un réel plaisir de travailler avec les alentours, quoi. Donc principalement des professionnels, et puis il y a quand même des particuliers qui viennent, qui sont curieux, qui souhaitent intégrer ça le dimanche midi parce qu'ils ont du monde, donc qui viennent cueillir quelques capucines avec moi au jardin. Je les fais même cueillir eux-mêmes leurs fleurs, et puis après ils intègrent ça dans leur salade et ils font Vous faites ça découvrir le dimanche. Bon dimanche je viens chez vous pour Voilà, cueillir les si capucines. vous voulez, avec du coup. plaisir. Merci beaucoup pour toutes ces explications, merci à vous. bonne continuation, et puis Merci merci bien. pour ce plateau fleuri. Là, Du je coup. vous en prie, avec plaisir. Merci beaucoup. à vous. On passe à notre dernière invitée qui rejoint donc notre plateau, Christine Bourrelli. Je vous laisse prendre place. Regardez cette rapidité d'action. Bonjour Christine Bourrelli. Bonjour, comment allez-vous? Mais très bien, et vous? Merci. On je prend vais le bien. soleil, on Oui, est bien C'est le cas, au bord du canal, c'est parfait. tout va bien pour nous. Vous êtes tapissier, récemment installé à Chana. Alors moi tout de suite en préparant l'interview, je me suis dit tapissier, mais c'est un métier qui existe encore. Oui, c'est un métier très ancien en fait, qui était dans le temps organisé en corporation. Et il existe encore parce que c'est complètement dans l'air du temps. Il s'agit de rénover des sièges anciens, justement, de les remettre au goût du jour, de les moderniser. Et donc, comme le recyclage est très à la mode, on va dire, ça revient. Voilà, on a une nouvelle chance de pratiquer notre métier. Ah, justement, c'est ce qu'on voit, on a la chance et merci beaucoup. Vous nous avez apporté 2 fauteuils de votre création, c'est bien ça? Tout à fait. Vous êtes assise sur un cabriolet Louis XV qui a été refait par mes soins. Et ceci est un fauteuil anglais. Voilà. Vous dessinez les fauteuils, comment ça se passe tout ça? Non, en fait, oui, certains tapissiers vont de A à Z, dessinent les fauteuils, les fabriquent et vont jusqu'au bout. En fait, il faut savoir que le tapissier travaille à la pièce unique. Voilà, chaque pièce qui arrive est particulière, elle est unique. Aucun cabriolet ne ressemble à un autre cabriolet. Et donc, on intervient sur chaque siège qui arrive, on le retape, on le recouvre. Éventuellement, on travaille son assise ou son dossier avec des matériaux traditionnels ou modernes.
Et quand il repart de chez moi, eh bien, il est tout à fait rénové et pimpant. Alors, c'est-à-dire, quand il arrive chez vous, là, il faut imaginer, il y a un pied tordu, Alors, il tient pas nécessairement, parce que là, en fait, ça ferait intervenir un ébéniste si les pieds étaient cassés ou la structure cassée. Et sinon, moi, je m'occupe de... Il peut arriver déchiré, il peut arriver crevé, avec le crin qui le constitue, qui est parti. Et donc, à partir de là, on le déshabille, on va dire, et on repart de zéro pour recréer tout ce qu'il représente. Alors, on sent la passion quand vous nous parlez de vos fauteuils, et pourtant, cette passion, elle est née il y a seulement quelques années, en quelque sorte. Enfin, vous en avez fait votre métier il y a seulement quelques années. Exactement, voilà, la différence est là. En fait, c'est quelque chose que j'aime faire depuis toujours. Je l'ai fait pour moi-même. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me lance et que je crée ma petite entreprise parce que c'était vraiment ce qui me convenait, qui me correspondait. Voilà. Qu'est-ce qui vous a aidé à sauter le pas ? Ce qui m'a aidé à sauter le pas, je ne sais pas, c'est peut-être l'âge, c'est peut-être le fait que les enfants n'étaient plus à la maison et donc j'avais cette capacité à me lancer sans avoir une obligation financière, on va dire, et je savais que j'avais du temps devant moi. Alors, vous avez commencé par nous en parler des matières qui composent ces fauteuils. Il y a du crin, il y a... Qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve plein de choses. On retrouve des sangles en toile de jute, on retrouve de la toile de jute à l'intérieur, des ressorts. Du crin pour ce qui est du traditionnel, donc vous avez du crin végétal ou du crin animal, du crin de cheval par exemple, ou de vache, pourquoi pas. Et après, on a surtout des très beaux tissus qu'on met dessus. Et je peux travailler aussi de la mousse, qui est un matériau beaucoup plus actuel. Et voilà, enfin, sachant que j'ai sélectionné de la mousse un petit peu bio. Voilà, justement, d'où viennent vos matières premières ? Alors moi, je les achète chez des fournisseurs, voilà, que ce soit le crin ou les sangles ou la mousse. Et voilà, donc j'ai sélectionné une mousse à base de soja, je vais y arriver, qui nécessite l'emploi de beaucoup moins d'hydrocarbures, donc elle est un petit peu moins plus polluante, respectueuse de l'environnement, voilà. Si je suis un particulier, j'hérite par exemple d'un vieux fauteuil de ma grand-mère, que j'ai envie de le remettre au goût du jour, je peux vous l'amener ? Tout à fait. Vous pouvez me l'amener et puis on va discuter ensemble de ce qui correspond à vos goûts, à votre intérieur. Peut-être que je vais vous guider si vous n'avez pas tellement d'idées. Je peux vous proposer des tissus d'éditeurs, voilà, pour que vous puissiez avoir une idée de ce que sera votre produit fini. Et voilà, et c'est une collaboration complète en fait du début jusqu'à la fin. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous installer ici à Chana ? Là, c'est plutôt un concours de circonstances, puisque en fait mon mari a une mutation sur Aix-les-Bains et on a sélectionné Chana parce que c'est un village qui est vraiment ravissant. Très agréable. Et en plus, c'est vrai que je dois dire qu'on a eu un accueil formidable. Enfin, moi, en tant qu'artisan, et j'ai été soutenue dans mon installation et aucun regret, c'est top. Pour ceux qui ont envie de retrouver vos créations, ça se passe comment ? Alors, mes créations, une fois qu'elles sont terminées, eh bien, elles rentrent chez elles, évidemment. Mais j'ai un site internet qui s'appelle letempdesétoffes.com. Et si jamais vous êtes curieuse de les voir, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. On peut aller sur letempdesétoffes.com. Voilà. Et vous pouvez passer à mon atelier éventuellement aussi. Votre atelier qui est ? Un petit peu plus haut dans le village. Un tout petit peu plus haut dans le village de Chana, super. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On vous souhaite une très très bonne continuation. Et on va se quitter. Regardez juste derrière moi, il y a des bateaux qui vont passer. C'est une fin d'émission superbe. On se retrouve dès mercredi à Châtel pour une nouvelle émission Évasion en région. Prenez soin de vous, à très vite. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Évasion en région.